L'émission Le Grand Oral célèbre la femme ce samedi. À l'occasion, Absa Wade, directrice de l'équité et de l'égalité des genres au ministère de la Femme, sera l'invitée de l'émission Grand Oral. Ce sera face à Fatou Thiamgom pour un spécial 8 mars à partir de 11h sur la 97.5, la radio du bonheur. Cabinet Interface, agence spécialisée dans le marketing et la communication, vous offre votre émission Grand Oral. Chers auditeurs et auditrices, merci d'écouter Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans le Grand Oral. Ravi de vous retrouver ce 3 mars. Très heureuse aussi de recevoir Absa Wade, la directrice de l'équité et de l'égalité des genres au ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Bonjour et bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Fatou, je vous remercie d'avoir invité le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre à travers ma personne à cette importante émission. Alors, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est en spécial 8 mars, on célèbre déjà la femme. Et pour démarrer, nous allons vous demander de vous présenter davantage à nos auditeurs et auditrices, également présenter votre département, notamment le ministère. Je vous remercie Fatou, je m'appelle Madame Ngom Absa Wade, directrice de l'équité et de l'égalité de genre au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, poste que j'occupe depuis 2009 et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir cette direction au sein du ministère. Le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, comme son nom l'indique, c'est le mécanisme gouvernemental en charge de la promotion de tout ce qui est affaires concernant les femmes, les filles, les couches défavorisées, du point de vue juridique, du point de vue protection sociale, du point de vue autonomisation des femmes et des jeunes filles, etc. Donc vous voyez éminemment que c'est un ministère qui est vraiment transversal au niveau de l'attelage gouvernemental. Un ministère donc très important. On aura l'occasion de revenir largement sur votre programme. Mais là, comme nous l'avons dit tantôt, c'est en spécial 8 mars où nous acheminons vers cette journée mondiale dédiée à la femme de manière générale. Comment préparez-vous cette journée du 8 mars? On la prépare très bien actuellement, puisque c'est une journée symbolique pour les femmes du monde, symbolique particulièrement pour la femme sénégalaise et nos sœurs qui sont en milieu rural, puisque c'est elles qui seront célébrées cette année, j'y reviendrai. Et c'est une journée pendant laquelle les femmes vont se retrouver pour échanger, pour discuter sur leur situation, pour discuter sur les réalisations qu'elles ont eu à faire, mais aussi pour réfléchir sur les défis qui se posent à leur autonomisation. Puisque cette année, le thème de la Journée internationale de la femme, c'est autonomiser les femmes et les filles rurales. Donc nous avons prévu, puisque en amont, il y a des réflexions scientifiques qui se déroulent pour produire des documents extrêmement importants qui servent de base de travail et de base programmatique pour toutes les actions qui seront menées aussi bien par le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, mais également par les organisations de la société civile, notamment les organisations de femmes, qui sont des partenaires stratégiques du ministère dans la mise en œuvre de ces actions. Oui. Et à ce titre, nous avons prévu, cette année, ce sera un 8 mars vraiment spécial, puisque ce sera un 8 mars au cours duquel nous aurons l'occasion de recevoir la plus haute autorité du pays, son Excellence le Président Macky Sall, qui a marqué son passage par rapport à tout ce qui concerne la promotion de la femme. Vous faites allusion à quoi? Je fais allusion au programme d'allègement des travaux des femmes qui ont connu vraiment, en ce qui concerne leur acquisition, des bons remarquables. Je veux parler du renforcement des capacités des femmes. Je veux parler de son engagement pour la promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes. Et donc, c'est spécial dans la mesure où
il y aura des moments forts qui vont marquer cette célébration. Des moments relativement consacrés à la remise du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme, qui a été institué déjà depuis des années par décret. Mais également, dans le cadre de cette remise, il y a un travail qui s'est effectué en amont pour déjà sélectionner les femmes qui se sont distinguées par rapport à la réalisation conformément à la thématique. Donc ce sera l'occasion de les fêter, de les célébrer, mais également de leur donner des cadeaux. L'autre moment fort par rapport au 8 mars, c'est la décoration des femmes pionnières. Vous savez, les femmes sénégalaises, elles sont braves. Elles excellent dans plusieurs secteurs d'activité. La transformation, le commerce, etc. Donc, pour chaque domaine d'activité, on va voir la femme qui s'est distinguée, qui a balisé le chemin, qu'on appelle la femme pionnière. Donc, ces femmes aussi seront fêtées. C'est important. Et ce sera dans tous les domaines. Ce sera dans pratiquement tous les domaines. Avez-vous déjà sélectionné quelques-unes de ces femmes? Oui, en fait, c'est une décoration qui va toucher l'étendue du territoire national. Parce que chaque région a procédé à ils ont choisi au choix d'une femme pionnière. Un choix démocratique, un choix objectif et un choix basé sur des critères. Donc, les 14 régions vont présenter chacune une femme comme lauréate. En plus, d'autres lauréates qui ont été aussi choisies. Sur quelle base cette fois-ci? Sur une base aussi très objective. Et au total, nous aurons à célébrer 34 femmes pionnières le jour du 8 mars. Sans maintenant pour autant oublier la remise du matériel d'allègement des travaux que son Excellence, Monsieur le Président de la République, va donc offrir, sans compter le financement aussi qui va suivre. Donc voilà, c'est vraiment une journée de fête pour les femmes sénégalaises. Alors pourquoi avez-vous choisi le thème « Autonomiser les femmes et les filles rurales » Le choix est important. Nous l'avons choisi tenant compte du thème mondial, mais du contexte de notre pays. Puisque la question de l'autonomisation des femmes est une question extrêmement importante. Si la femme n'est pas autonome, elle ne pourra rien faire. L'autonomisation socio-économique, l'autonomisation du point de vue juridique, de ses droits, c'est des éléments fondamentaux, je crois, qui sont extrêmement importants. Mais nous l'avons également choisi ce thème, tenant compte des orientations de M. le Président de la République. Ça coïncide avec cette année sociale 2018, consacrée aux personnes âgées, aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec un handicap. Mais également, ce choix nous rappelle l'ancrage ou bien toutes les orientations qui sont données dans le plan Sénégal émergent qui veut qu'on lutte contre les inégalités sociales. Vous savez, les femmes constituent une frange importante de la population. Si on les autonomise, je crois qu'on va davantage gagner des bons par rapport au développement même du pays. Alors, qui dit femme rurale pense à l'accès à la terre, qui est aussi un véritable problème pour ces femmes. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Est-ce que vous avez aujourd'hui des données qui montrent que les choses sont... Oui, la question de l'accès à la terre est une question importante pour les femmes sénégalaises. Mais je voudrais vous dire que la loi de 1964 donne égal accès aux hommes et aux femmes par rapport à la terre, mais également la Constitution. Je crois que c'est une question de pratique, c'est une question de social et de culturel, mais les textes sont clairs. Il n'y a aucune discrimination pour la femme relativement à son accès à la terre. Maintenant, il y a des questions de pratique, il y a des réalités socioculturelles. Dans certaines ethnies, ils vous disent les femmes n'ont pas le droit de demander la terre. C'est aux hommes. C'est aux hommes. Vous allez chez mes parents sérés, ils vous disent, vous donnez la terre à la femme, elle se marie, elle part avec ce bien, avec ce patrimoine vers une autre famille. Donc il y a tout un soubassement socioculturel qui nécessite des actions de sensibilisation et de communication, mais aussi pour que déjà les femmes soient conscientes
beaucoup de femmes soient conscientes qu'elles ont le droit de demander la terre. Est-ce que le ministère mène justement ces campagnes de sensibilisation? Exactement. Nous sommes toujours en train de travailler avec les femmes à travers les organisations faîtières qui sont au niveau, qui ont des représentations partout sur l'étendue du territoire, notamment surtout en zone rurale, des actions de sensibilisation sont en train d'être menées. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a et la beaucoup situation d'efforts. s'améliore. Ça s'améliore, puisque nous avons des statistiques venant du ministère de l'Agriculture qui montrent que pratiquement environ les 30% des terres agricoles sont attribuées aux femmes. Donc je me dis que c'est déjà un effort considérable qu'il faut saluer et qu'il faut saluer. Donc la sensibilisation et la communication, elle va continuer pour que nous puissions faire face aux mentalités, aux tabous et aux stéréotypes qui souvent constituent des fléaux et qui bloquent souvent toutes les actions envers les femmes. Alors, nous reparlons du 8 mars parce que cette journée rimait il y a même très longtemps avec la danse, la fête. Les femmes ne sont pas amenées à réfléchir sur leur situation, à échanger, surtout pour améliorer leurs conditions de vie. Est-ce que là, pour cette édition 2018, surtout avec l'arrivée de Madame Dieng Ndeye Saly Diop, est-ce que vous avez pensé à un programme spécifique qui est consacré justement à cette réflexion-là autour des conditions des femmes sénégalaises? Écoutez, madame, ça c'est une perception que les gens ont malheureusement de l'extérieur par rapport au 8 mars. Puisque beaucoup de personnes ne voient que la mobilisation des femmes. C'est normal qu'elles se mobilisent. C'est leur jour. Sur les 365 jours, c'est le seul jour qui les célèbre. Mais avant qu'il y ait cette mobilisation, il y a une réflexion scientifique à la base. Il y a des panels, même l'année dernière, l'année d'avant, etc. Nous organisions des panels pour réfléchir sur des thèmes. Nous sortions un document de synthèse des conclusions du panel ces documents font toujours l'objet de partage et de diffusion pendant la célébration de la Journée internationale de la femme. Donc, c'est juste une mauvaise perception. Et nous allons continuer et consolider ces acquis pour déjà, il y a ce cachet particulier du 8 mars de cette année. Et en amont, par rapport à tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, vous savez qu'il y a un travail scientifique qui a été fait en amont. Maintenant, il faut juste que les gens quand même acceptent d'avoir une meilleure perception par rapport à la célébration du 8 mars. Maintenant, nous sommes au Sénégal. Une toute petite animation ne gâcherait pas une fête, surtout si on est entre femmes. C'est tout, mais ce sera l'utile à l'agréable. C'est ça. Donc, une toute petite animation de 5 minutes ne gâcherait rien à une fête. Surtout que nous sommes des femmes sénégalaises et c'est un jour mémorable pour l'ensemble des femmes sénégalaises. Mais je vous assure que, au-delà de cet aspect que beaucoup de gens considèrent, je crois qu'il y a derrière, et ça je l'affirme, il y a en amont une réflexion scientifique. Et le jour, il y aura des communications, il y aura quand même des messages forts qui seront donnés par les autorités, par les partenaires et par les femmes rurales. Et après le 8 mars, les programmes vont se consolider en faveur des femmes et des filles rurales. Et je crois que ça, l'impact recherché quand on célèbre la femme en général, quelle que soit la thématique qui est abordée. La cérémonie officielle aura lieu à Dakar? Oui, la cérémonie officielle aura lieu à Dakar, précisément au stade Iba Mar Diop, et donc ça va nous prendre pratiquement toute la journée. Alors, pour les femmes qui ne pourront pas être au stade Iba Mar Diop, comment devraient-elles célébrer? Parce que beaucoup aussi ne sentent pas le 8 mars, ça c'est connu de tous. Je vous dis, pour cette année, il y aura un cachet particulier. Pour les femmes qui ne pourront pas venir au stade, nous avons pris des dispositions qui leur permettra d'être parmi nous, même étant à distance, d'être parmi nous et par le cœur et par l'esprit. Comme si elles étaient au niveau du stade. Mais cette année aussi, le cachet particulier, c'est que tous les départements du Sénégal seront représentés à cette fête. Il y aura des délégations, je ne parle pas régionales, mais des délégations départementales. Donc c'est une fête nationale et vraiment c'est une particularité qu'il faut saluer parce que
c'est la première fois, c'est vrai qu'on avait l'habitude de déplacer des délégations régionales, mais c'est la première fois qu'on va déplacer des délégations départementales, et cela compte tenu de l'appel, au-delà de l'appel qui a été lancé par le président de la République lors du Conseil des ministres qui s'est tenu il y a de cela 2 semaines. D'accord. Alors, qui dit autonomisation des femmes pense aussi au financement. Que fait le ministère par rapport à cela? Beaucoup de choses par rapport au financement, puisque le ministère a des mécanismes qui soutiennent les femmes, qui renforcent les capacités des femmes, les capacités techniques et managériales des femmes, qui octroient des financements aux femmes, mais qui les accompagnent et qui les suit dans le travail qu'elles sont en train de faire. Cette année, déjà, Madame le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Madame Ndeye Saly Diop Dieng, a commencé sa tournée au niveau de la région de Dakar. Elle a fait les 4 départements de la région, à savoir Guédiawaye, Pikine, Dakar et Rufisque, et a octroyé un financement qui s'élève environ à plus de 600 millions pour l'ensemble des 4 départements. Pour vous dire que l'enveloppe est importante. Mais auparavant, nous avons au niveau du ministère des mécanismes comme le Fonds national de crédit pour les femmes, le Fonds national de l'entrepreneuriat féminin, le programme intégré de développement économique et social. Beaucoup de programmes, le PRODES, qui financent les femmes. Et de 2012 à maintenant, l'enveloppe est importante. Nous avons octroyé un financement d'environ 16 milliards 500 millions de francs CFA si on fait le cumul du financement venant de ces différents mécanismes qui sont ancrés au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Et sur quelle base vous octroyez ces financements? Sur la base d'un dossier. C'est une sélection objective. Il y a des critères objectifs qui fondent le choix des projets à financer. Et les femmes élaborent le document de projet. Parlez-nous-en un peu pour celles qui écoutent. Bon, ces critères, la pertinence du projet, le nombre de personnes qui tournent autour du projet. D'accord, donc il faut un groupement. Un groupement. C'est les groupements que vous financez. Pour le moment, on favorise des financements par groupement. Parce que je crois que c'est plus important. Bon à préciser aussi. Parce que ça permet d'enrôler le maximum de femmes. Et les femmes, donc, selon leur secteur d'activité, déposent leur document de projet au niveau départemental, au niveau régional, au niveau de nos services déconcentrés. C'est vraiment un circuit que ça prend. Ce niveau fait sa première sélection et transmet au niveau régional. Ensuite, ça nous vient au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Est-ce que ces représentations départementales dont vous parlez sont connues des femmes? Ah oui, puisque ce sont les services déconcentrés du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre qu'on appelle les services régionaux du développement communautaire ou bien les services départementaux du développement communautaire. Ce sont des structures d'encadrement qui travaillent avec les femmes à la base. On entendait parler des maisons de femmes. Ça existe toujours? Oui, ça existe, des maisons de la femme, des centres départementaux d'assistance et de formation pour la femme. En fait, c'est des structures d'accueil qui permettent aux femmes de se retrouver, de développer leurs activités, de tenir leurs réunions, d'être formées, etc. Et c'est des mécanismes donc, qui existent jusqu'à présent. Maintenant, par rapport au financement, et sur la base de toutes ces étapes, de tout ce processus, après, le comité se réunit au niveau central et fait la dernière délibération. Une fois que c'est fait, les projets retenus, on notifie aux personnes intéressées, aux groupements intéressés, et après, ça suit son cours jusqu'à l'obtention des ressources financières. Alors, et comment se fait le remboursement aussi? Est-ce qu'il y a des intérêts? Parce que les femmes, pour accéder au financement, notamment au niveau des structures de microfinance, déplorent toujours les taux d'intérêt très élevés. Oui, c'est la raison pour laquelle les mécanismes qui sont au niveau du ministère font un excellent travail, puisque le taux de remboursement n'excède pas 5%.
ils ont des moments de différé selon la consistance de l'enveloppe. Donc c'est des crédits revolving. Ils donnent, on leur donne, après un certain moment, les remboursements commencent pour permettre quand même aux autres femmes de pouvoir accéder à ces financements. Alors venons-en à votre département, la direction de l'équité et de l'égalité de genre. Quel entendement devrait-on avoir du genre aujourd'hui? Aujourd'hui, le genre, c'est un concept qui se réfère aux rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Ça, vraiment, c'est la définition générique. Oui. Mais de façon pratique, le concept, en fait, le genre nous permet de mettre fin aux discriminations et aux disparités vécues par l'un ou l'autre sexe, qu'on soit homme ou femme. Il ne faut pas que les auditeurs ou bien les personnes pensent que le genre, c'est la femme. Non. C'est parce que les femmes ont porté ce combat depuis Beijing jusqu'à nos jours. Mais c'est un concept qui concerne et l'homme et la femme. Et c'est un concept qui, aujourd'hui, nous permet de prendre en compte son intégration dans les politiques publiques, nous permet de prendre en compte les besoins différenciés des hommes et des femmes, de corriger les disparités et de corriger les discriminations dont sont victimes soit les hommes, soit les femmes. Donc c'est une question de justice sociale, mais ce n'est pas une question de femmes seulement. Ce n'est pas une question de femmes seulement. Est-ce qu'il y a toujours inégalité entre hommes et femmes au Sénégal? Ça, il y a quand même des inégalités. Ça, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, il y a des inégalités. Malgré l'instauration de la parité. Déjà, on vient de corriger une inégalité. Oui. Et ça, c'était une préoccupation de la première stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre qui a eu à couvrir la période 2005-2015. Un des défis que nous avions, c'était d'avoir cette loi sur la parité. On l'a eu en 2010. Donc, voilà une disparité qui est corrigée. Et ça, aujourd'hui, je crois que vous avez vu que le paysage politique au niveau de l'Assemblée nationale, etc., au niveau des collectivités locales, des collectivités territoriales. Elles sont bien représentées. Elles sont bien représentées. Je crois que c'est important que ces femmes soient là-bas pour pouvoir au moins défendre les intérêts des populations en général, mais sans oublier aussi leur spécificité de femmes parce qu'elles ont des préoccupations particulières. Et je crois que ça, c'est important dans un pays. Mais beaucoup pensent que la parité a causé plus de problèmes qu'elle en a réglé parce que, disent ces personnes-là, beaucoup de femmes n'ont pas déjà les capacités qu'il faut pour être à un certain niveau de responsabilité. Et si on doit appliquer la parité, par exemple, à l'Assemblée nationale, on est obligé de mettre cette femme qualifiée ou pas, juste pour respecter la loi. À ce niveau, vous répondez quoi? Je ne suis pas d'accord, Fatou. Ça, c'est une affirmation qui souvent me révolte. Je le dis parce que, quand même, j'ai eu l'opportunité de participer, d'aller à l'Assemblée, accompagner l'autorité pendant au moins une douzaine d'années, même avant l'avènement de la loi sur la parité. Et quand vous suivez les débats, les questions qui sont soulevées par les femmes, vous verrez que tout ce qui est en train d'être dit, c'est vraiment... c'est pas ça. Pas fondé. C'est pas fondé en réalité. C'est pas fondé en réalité. Parce que je crois que dans une assemblée, cette pluralité, qu'on ait des hommes et des femmes, c'est extrêmement important. Maintenant qu'on soit homme ou femme, nous avons besoin d'être renforcés. Et le leadership féminin au Sénégal est extrêmement fort. Et le tissu associatif est très, très, très dense. Ces femmes qui sont à l'Assemblée, certes, nous avons besoin de renforcer leurs capacités. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on parle de renforcement de capacité, c'est parce que la personne a au moins un background, peut au moins défendre son point de vue, etc. Heureusement qu'au niveau de l'Assemblée, c'est vrai, la langue officielle de travail, c'est le français, mais il y a les traductions simultanées. S'il vous arrive d'écouter les femmes, quel que soit là d'où elles nous viennent, que ça soit au niveau rural, et qu'elles prennent la parole, qu'elles s'expriment dans leur langue maternelle, vous verrez que c'est des idées extrêmement pertinentes qu'elles sont en train d'agiter. La question de la terre,
beaucoup de questions extrêmement importantes pour la femme sénégalaise. Donc c'est juste pour vous dire que ça, c'est de mauvaises perceptions que les gens ont des choses, mais je crois que cette parité-là, nous devons la tenir très fort, la valoriser davantage, parce que c'est une question fondamentale, extrêmement importante de justice sociale qui aujourd'hui nous permet de faire prendre davantage les préoccupations spécifiques des femmes, surtout par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques. Je voulais en arriver au renforcement de capacité. Le ministère de la Femme a-t-il un programme spécifique pour justement outiller les femmes par rapport à ces capacités-là dont elles ont besoin? Oui, au niveau du ministère de la Femme... Vous faites quoi au juste? Énormément de choses. Les femmes parlementaires, nous les accompagnons. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons un projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre qui a organisé là de cela 2 jours dans un hôtel de la place un atelier au profit du collectif des femmes parlementaires. En amont, la direction de l'équité et l'égalité de genre, il y a de cela 2 ans, avait organisé au profit de la 12e législature des sessions de renforcement de capacité sur le genre, sur le leadership, sur la planification et la budgétisation sensible au genre. Nous faisons énormément de choses au profit des femmes parlementaires. Mais globalement, nous avons au niveau du ministère d'autres structures qui forment les femmes. Parce qu'avant de donner un financement, il y a un minimum de renforcement de capacité et de suivi. Il y a des actions de sensibilisation qui sont menées en direction des femmes, et ça sur l'étendue du territoire national. Nous avons, dans le volet renforcement de capacité, par exemple, il y a une convention des Nations Unies qu'on appelle la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention a été traduite dans 6 langues nationales et elle a été vulgarisée sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal par le ministère de la Femme. Pourquoi? Pour que les femmes et les populations puissent mieux connaître les droits des femmes. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Il y a d'autres volets de renforcement de capacité, par exemple, au niveau des CEDAF, des centres départementaux d'assistance de formation pour les femmes. Les femmes et les jeunes filles sont formées dans plusieurs domaines, en mini-boulangerie, en coupe-couture, en teinture, en réparation de téléphones portables, pratiquement dans tous les domaines. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de le dire, puisque c'est ça qui explique en quelque sorte la transversalité du ministère de la Femme. Beaucoup de projets et de programmes déroulent des sessions de renforcement de capacité, des formations vraiment en direction de nos cibles que sont les femmes et les filles. Alors, la transition est trouvée pour parler du chômage des femmes. Le dernier rapport ou la dernière note de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, affiche 32%, 32,9% précisément pour le taux de chômage des femmes, là où les hommes affichent 13%. Cela vous inquiète? Ça inquiète, mais nous sommes rassurés. Puisque c'est des chiffres qui aujourd'hui méritent d'être analysés. C'est vrai, c'est la réalité. Et l'analyse nous permet de formuler des stratégies pour apporter des réponses face à cette situation. Puisque la question du chômage, elle est réelle. Ça, c'est la réalité. Mais il ne faut pas aussi penser que toutes les femmes doivent se retrouver à des niveaux d'emploi, etc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse trouver des emplois pour les femmes et des emplois à tous les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de notre plan d'action de contribution à l'année sociale, nous avons des axes extrêmement importants par rapport à ces créations d'emplois. Nous avons des projets, des programmes. Nous avons un de nos projets qui s'appelle le programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté, qui va former les femmes en alphabétisation fonctionnelle. Et toutes ces formations des femmes et des jeunes filles, c'est entre autres composantes, ces formations vont aboutir à la création d'emplois, à la mise en place de micro-entreprises au niveau rural, et c'est extrêmement important.
Donc, nous avons quand même des réponses. Ce sera de l'auto-emploi. Voilà, de l'auto-emploi et ça permet aux femmes donc, d'avoir vraiment des emplois, quelle que soit leur zone d'habitation, surtout quand elles sont en milieu rural, parce que par rapport au Palam, c'est vraiment le milieu rural. Et donc, nous avons quand même réfléchi pour contribuer à absorber, contribuer à un peu diminuer ce taux de chômage, surtout en ce qui concerne les femmes, les jeunes et les jeunes filles particulièrement. Alors, comment lisez-vous ces chiffres? 32%, 13%, hommes-femmes. Qu'est-ce qui l'explique à votre avis? À mon avis, c'est vraiment, il y a des fondamentaux. La question de l'éducation. L'alphabétisation. La question de l'alphabétisation. C'est vrai, c'est des problèmes qui nous suivent, même si quand même il faut accepter que des efforts ont été faits par le gouvernement du Sénégal. La question, les réalités socioculturelles qui freinent souvent. Vous allez dans certains villages, il y a quelques années, ils vous disent que la fille n'a pas besoin d'aller à l'école, ou bien elle n'a pas besoin de poursuivre de longues études. Elle est appelée à se marier. Et c'est des considérations qui, heureusement, ont tendance à disparaître. Parce que de plus en plus, si vous analysez les chiffres du ministère de l'Éducation, la parité a été dépassée au niveau de l'élémentaire. Donc maintenant, il y a plus de femmes que de garçons. Voilà, il y a plus de filles que de garçons. Peut-être qu'il va revoir cette situation. Mais le défi maintenant, c'est de tout faire pour que les filles soient maintenues à l'école le plus longtemps possible, mais qu'elles accèdent aussi aux filières scientifiques et techniques. Justement. Donc, moi, je crois qu'à mon avis, d'ici quelques années, ces chiffres que vous avez, qui ont été donnés par la NSD, vont changer. Je suis sûre et certaine. Oui, parce que c'est pas pour rien que le président de la République a mis en place une délégation pour l'entrepreneuriat, etc., ancrée au niveau de la présidence. C'est pour justement apporter une réponse par rapport à cette situation de chômage des femmes et des jeunes en général. Si vous venez de nous rejoindre, chers auditeurs et auditrices, particulièrement, vous suivez le Grand Oral sur Rewmi FM et nous recevons la directrice de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, Absa Wade, Madame Ngom. Alors, cette journée du 8 mars, c'est en spécial 8 mars, je signale, ce Grand Oral, intervient à un moment où les femmes sont victimes davantage de viols, d'assassinats. On en assiste. Donc, dernièrement, on a répertorié beaucoup de cas. Comment le ministère vit cette situation, le ministère de la Famille, de la Femme? Oui, le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre vit cette situation avec beaucoup d'amertume. Ça fait mal, et très mal, de se réveiller et d'apprendre ces nouvelles. Et c'est l'occasion de présenter nos condoléances à l'ensemble des familles qui ont été touchées par cela. Et c'est une question sensible puisque touchant plusieurs acteurs. Je crois que la mise en œuvre de certains programmes ou bien les actions à développer sont des actions qui doivent être portées par plusieurs acteurs. Les familles, la question de l'éducation, elle est importante parce que la personne qui commet le crime est issue d'une famille. Donc l'éducation familiale, elle est extrêmement importante, elle est fondamentale dans une société. La deuxième chose, la question de la sécurité, c'est important que des mesures soient davantage prises. Je crois qu'il y a même vraiment énormément de mesures qui sont en train d'être prises par les autorités. Mais il faut dire que c'est le contexte mondial et même sous-régional qui est souvent difficile. L'autre élément, par rapport au ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, à proprement parler, nous avons des programmes de lutte contre les violences basés sur le genre, des programmes multi-acteurs qui sont aujourd'hui coordonnés, dont la mise en œuvre, ce programme dont la mise en œuvre est coordonnée par le ministère de la Femme, mais qui est un programme conjoint et multi-acteurs, c'est-à-dire que beaucoup de ministères interviennent dans ce programme. La santé,
l'éducation, le ministère de l'Intérieur, de la justice, etc., est soutenu aussi par les agences du système des Nations Unies. Et je crois que dans le cadre de ce programme, nous avons des volets de sensibilisation, des volets de prise en charge. Parce que ce programme va permettre une prise en charge holistique des cas de violence, mais également un accent particulier sur la prévention. Et c'est extrêmement important. Et au-delà de ce programme, il y a d'autres projets au niveau du ministère qui contribuent même à la mise en œuvre de ce programme, comme le PASNEC, et qui développent des actions de sensibilisation en direction des parajuristes, en direction des populations, toutes catégories confondues, les communicateurs traditionnels, tout le monde en général, mais également qui offrent par l'intermédiaire des boutiques de droit des soutiens, des offres de services par rapport aux femmes victimes de violences et même par rapport aux hommes victimes de violences, etc. Donc, franchement, je crois que... Toute violence basée sur le genre. Voilà, violence basée sur le genre. Donc, le ministère va accentuer la sensibilisation, vraiment, dialoguer davantage avec les populations parce que tout est question d'éducation, puisque l'auteur du crime, l'auteur du viol, il est issu d'une famille. Donc, les familles sont les premières responsables de ce qui se passe. Donc, cette communication, nous allons la continuer, puisque c'est ça notre rôle. Cette prise en charge holistique, nous allons continuer de faire le travail requis par rapport à cela, parce que nous voulons vivre vraiment dans une société sans violence. Je crois que c'est le souhait de tout un chacun, qu'on soit homme ou femme. La famille occupe sans doute une place spécifique dans votre programme, figurant même sur l'appellation du ministère. Alors, que faites-vous fondamentalement pour la famille sénégalaise? Les familles rencontrent aussi énormément de problèmes et ont besoin de renforcement, de soutien. Là aussi, le ministère fait des choses en direction des familles, puisqu'il y a pas mal d'activités, de programmes qui sont en perspective en direction des familles. Oui, puisqu'il y a vraiment, nous avons en perspective un programme Famille Productive qui va soutenir toutes les actions, en tout cas au niveau familial, les questions d'agriculture familiale, de soutien aux familles productives, etc. Ce projet est pratiquement à maturité et je crois que c'est extrêmement important de l'annoncer. Beaucoup d'efforts seront en tout cas faits en direction des familles. Mais je voudrais également... Et pour le moment, qu'est-ce qui est fait là, présentement? Présentement, en direction des familles, puisque quand vous offrez des services à une femme, que vous le vouliez ou pas, vous touchez sa famille. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts que nous sommes appelés à faire et ça fait partie des axes du plan d'action pour apporter une réponse relativement à l'année 2018. Donc, beaucoup d'actions seront faites en direction des familles pour renforcer déjà ce qui est en cours à travers les différents programmes du ministère. Alors, nous parlons toujours des femmes, cette fois-ci même des filles encore. Selon une étude de la direction de l'enseignement moyen, 96% des victimes de violences sexuelles sont des adolescentes vivant dans la banlieue et les enseignants sont responsables de 20% des cas d'agression sexuelle de ces filles. Que dites-vous de cette étude, de ces résultats aussi alarmants qu'inquiétants? Bon, si j'analyse ces résultats, je me dis que quand même, ça fait frémir. Moi, je suis enseignante de formation. Ça tombe bien alors. Donc, si c'est l'étude qu'il a dit, c'est parce que c'est vrai. Et moi, à mon avis, je crois qu'il y a lieu de sensibiliser, de rappeler à la raison, puisque c'est quand même pas normal de vivre ces genres de choses dans notre pays. C'est extrêmement grave. Et donc, la question, elle est délicate, elle est sensible. Très délicate. Les raisons sont nombreuses. Et moi, j'en appelle à une meilleure tenue et retenue de mes collègues, mais aussi des élèves, des filles qui doivent aussi savoir quels sont des élèves et qu'elles doivent, je crois que, mettre un focus d'abord sur leurs études, parce que c'est des citoyennes à part entière qui sont appelées à contribuer
donc à la marche de leur pays. C'est pas pour vraiment dire quels sont les responsables. Je vous dis que la question est très complexe. Non, là, mais c'est juste, on parle d'agression, de violence sexuelle, c'est-à-dire qu'elles sont victimes. Voilà, c'est juste une suggestion, c'est juste vraiment des conseils que je donne à ces filles, mais j'en appelle aussi à une prise de conscience vraiment de ces collègues qui ont été pointés du doigt par rapport à ce qui se passe dans nos établissements scolaires. Je crois que c'est quand même pas bien. Les filles aussi apparemment ont besoin de beaucoup plus d'assistance, de protection, dirait-on même. Oui, il y a la question de l'assistance, il y a la question de la protection, mais la question de l'éducation de base aussi se repose à ce niveau. Je crois que les familles, c'est vrai. Tout retombe sur les familles. Oui, c'est vrai que vous éduquez chez vous, vous inculquez, la rue prend sa part, l'école prend sa part. C'est pas facile, mais il faut toujours communiquer, parce que la communication, la sensibilisation, c'est la meilleure façon, à mon avis, de faire pour pouvoir prévenir un certain nombre de choses, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Donc moi j'en appelle à vraiment cette prise de conscience, cette sensibilisation accrue, que ça soit au niveau des enseignants, que ça soit au niveau familial, que ça soit au niveau des filles, etc., des garçons et autres, pour que qu'on sache que vraiment une école, elle est là pour l'instruction, pour l'éducation des garçons et des filles, et non pour vraiment créer d'autres difficultés. Alors, par rapport toujours à ce phénomène-là de violence, de viol contre les filles, on déplore toujours la non-application de certaines sanctions contre les auteurs. Avez-vous des cas précis qui montrent que ces victimes-là ou ces coupables, ne sont pas sanctionnés assez et que cela pourrait être la raison même de la recrudescence de ce phénomène? Personnellement, je n'en connais pas. Mais donc on parle de non-sanction, mais est-ce que nous nous sommes posé des questions? Pourquoi il y a non-sanction? Parce qu'un cas de violence avéré et déclaré, rien n'empêche à la justice de faire son travail, à mon avis. Seulement, nous sommes au Sénégal. Les questions de compromission, de sutura, de famille, de masla, c'est ça qui bloque aussi. Parce que si le plaignant juge qu'il doit retirer sa plainte, ou bien juge que pour préserver des relations, des rapports familiaux, surtout quand c'est l'inceste qui se passe en famille, etc. C'est ça aussi. Nous, au niveau social, nous devons aussi aider nos institutions. Parce que c'est ça. On viole ta fille, surtout si c'est un cas d'inceste, ils viennent te dire... Il suffit que tu le dises, la famille va s'éclater, il y aura des problèmes que tu ne pourras plus gérer, etc. Et il te pèse tellement lourd que finalement, tu es désemparé. Voilà, c'est fini, je laisse tomber et tu sacrifies la fille. Et je crois que c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est là peut-être que le ministère devrait agir, parlant de famille. Oui, mais bien sûr, on cesse d'agir par rapport à cela. On cesse d'agir parce que le ministère aussi, c'est une structure gouvernementale. On sensibilise. On organise des séances de causerie dans les CEDAF, dans les maisons de la femme, lors de nos différentes rencontres. Mais tu ne peux pas aussi aller imposer et prendre la décision à la place de quelqu'un. Tu ne peux que sensibiliser, tu ne peux qu'informer, tu ne peux qu'attirer l'attention de la personne par rapport à certaines situations. Donc la question est délicate. Oui, elle est très délicate, on admet. Et ce dimanche aussi sera célébrée, Madame Gomme, la journée mondiale contre l'exploitation sexuelle. Un autre problème qui tombe sur les femmes, les filles. Décidément, ouais. Ça aussi c'est une réalité. La question de l'exploitation sexuelle des filles, c'est une réalité. C'est dommage. Et tout se résume. Tout se résume, moi, à mon niveau, à deux points. La question de l'éducation et la question de la communication. C'est extrêmement important. Et vous savez... Quand on dit par communication? C'est-à-dire la sensibilisation. D'accord. Pour pouvoir prévenir. Entre mère-fille, par exemple. Mère-fille,
garçons, tout le monde, puisque en fait, si on sensibilise seulement les mères, seulement les filles, ça peut ne pas régler le problème. Parce que les garçons aussi sont là. C'est ça. C'est à ce niveau où c'est important. En fait, ça fait penser au genre. Il faut éduquer, puisque ce sont les filles, les garçons, les hommes et les femmes, toutes catégories d'âge confondues, toute la famille qui doit constituent s'impliquer. la société. Tout le monde doit être sensibilisé par rapport à la question. C'est important. Et je vous dis, Fatou, les questions de changement de comportement, d'attitude et de pratique, ce ne sont pas des questions aussi faciles que les mathématiques. C'est des questions sur lesquelles il faut agir et agir en permanence, sensibiliser en permanence, communiquer en permanence, parce que c'est pas aussi mathématique que ça. Vous pouvez dire à la personne... Pas des sciences exactes. Exactement. Donc, la sensibilisation, la communication, elles doivent continuer permanente. Et c'est extrêmement important. Alors, peut-être nous allons terminer par là. On parlait tantôt de couches vulnérables. Cela nous fait penser aux enfants de la rue. On avait annoncé leur retrait. Comment traitez-vous ce cas particulier aussi de cette couche très vulnérable? Bon, Ndeye Fatou, je crois que cette question d'enfants, c'est maintenant une question qui ne relève plus des compétences du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Bon, à l'époque, le ministère avait vraiment mené des actions fortes de retrait d'enfants, de prise en charge et de réinsertion au niveau des familles. Donc, il y avait une forte campagne vraiment de retrait qui s'était déroulée en 2017, je crois. Donc, et ça avait porté ses fruits quand même, puisqu'on voyait rarement ces enfants. Et tout ça relève de ce que je vous disais tout à l'heure, de la sensibilisation, des moyens à mettre à disposition pour que, au niveau des daara, qu'on puisse garder les enfants. Les enfants ne sont pas faits pour aller mendier, bien, c'est difficile et c'est extraordinaire, mais ce sont ces actions que nous avions menées l'année dernière. Et donc, comme il y a un département en charge de cette question actuellement, je crois qu'ils sont mieux placés en tout cas pour aller en profondeur par rapport à cette question. Mais actuellement. Que vous avez encore un droit de regard sur ce qui se fait parce que l'enfant vient de la famille et vous avez en charge. Bien sûr, mais je crois qu'il faut aussi respecter juste les missions de chaque département ministériel. Nous arrivons, Madame Ngom, à la fin de ce grand oral. Peut-être je vous laisse lancer un message en l'endroit des femmes, bien sûr en direction du 8 mars et de leur vécu quotidien. Oui, Ndeye Fatou, le message que je voudrais donc lancer en direction des femmes, c'est de leur demander davantage d'être solidaires. Je leur demanderai davantage vraiment de poursuivre tout ce travail qui est en train d'être fait, aussi bien à leur niveau, mais d'être en tout cas de se dire quels sont les partenaires hautement stratégiques du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, donc qui est actuellement dirigé par Madame le ministre Ndeye Salimata Diop Dieng. Donc leur aussi dire vraiment bonne fête de 8 mars, mais également donner mon sentiment, si vous le permettez, Ndeye Fatou, par rapport à l'engagement du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport aux questions de genre. Je crois que le Président vient encore une fois, au-delà de l'action qu'il avait posée en nationalisant les cellules genre au niveau des secrétariats généraux des ministères en février 2017, il vient encore de poser un acte extrêmement fort pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes lors du Conseil des ministres qui s'est passé il y a de cela 15 jours, puisque notre pays vient donc d'élaborer sa stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre articulée au plan Sénégal émergent et qui doit couvrir la période 2016-2026. Et je crois que son appel relativement à la contribution, à sa vulgarisation d'abord, mais à la contribution de toutes les parties prenantes à sa mise en œuvre, constitue un message fort pour l'ensemble des populations sénégalaises, mais particulièrement pour les femmes. Donc vraiment, nous sommes
très reconnaissante par rapport à ce que le chef de l'État vient de dire. Donc ça nous donne encore et encore la force de travailler, de réfléchir pour que l'autonomisation des femmes soit une réalité au Sénégal. Elle l'est déjà parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées au profit des femmes et nous, ça nous donne le courage en tout cas de continuer ce travail pour que nous puissions apporter ou bien consolider la contribution que nous devons apporter par rapport à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Je crois que c'est le message que je voudrais lancer, tout en vous remerciant au nom de Madame le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, puisque vous nous avez donné l'opportunité de communiquer par rapport à l'ensemble des programmes du ministère globalement, mais par rapport à d'autres questions qui sont d'actualité et qui sont extrêmement importantes. Je vous remercie. Merci. C'est nous qui vous remercions, Madame Ngom Absa Wade. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Elle est la directrice de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Nous souhaitons un très bon 8 mars à toutes les femmes, particulièrement à Madame le ministre, et nous l'encourageons aussi. Merci à toute l'équipe de Promo Consulting, particulièrement à Msita Ndoye pour la coordination de cette émission présentée avec un immense plaisir par Fatou Thiam Ngom. Ibrahima Ndoye était à la partie technique. Vous pouvez réécouter l'émission justement lundi à partir de 18h sur Réumi FM. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réumi dans sa apparition de lundi. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre invité pour un autre grand oral. Très bon week-end à tous. Merci. Cabinet Interface, agent spécialisé dans le marketing et la communication, vous a offert votre émission Grand Oral.